Bienvenue sur Avant j'étais prof, le podcast des enseignants en reconversion. Ici on parle sans tabou des doutes, des peurs et des déclics qui mènent les profs à se réinventer. Si vous avez déjà pensé à quitter l'éducation nationale, si vous avez peur de ne rien savoir faire d'autre qu'enseigner, si vous souhaitez vous informer sur vos droits ou si vous cherchez simplement des idées de métier, vous êtes au bon endroit. Chaque mercredi, je publie des témoignages de profs reconvertis, des parcours d'enseignants en reconversion et des conseils concrets pour vous aider à construire la suite de votre carrière. Je m'appelle Florence, avant j'étais prof et j'espère que grâce à cet épisode, vous pourrez bientôt en dire autant. Bonjour Isabelle, bienvenue sur le podcast. Bonjour Florence, merci à toi de m'accueillir. Bon, je suis contente, donc pour la petite histoire, c'est ton anniversaire, donc si quelqu'un dans les commentaires veut mettre un gâteau, des bougies, des cotillons, n'hésitez pas. Qu'il y aille franchement. C'est ça, ne lésinez pas sur les moyens. Je suis très contente de te recevoir sur le podcast, puisqu'on se disait en micro que ça fait au moins 4 ans qu'on discute ensemble sur les réseaux. Et qu'en 4 ans, il s'en est passé des choses dans ma vie comme dans la tienne. Donc moi, à peu près tout le monde me connaît maintenant, mais toi, pas. Donc pour commencer, je vais te laisser te présenter. Eh bien, je m'appelle Isabelle, j'ai 43 ans aujourd'hui. J'étais professeure des écoles depuis 18 ans. J'ai fait le petit calcul l'année dernière au moment de terminer. J'étais là, oh là là, ça fait 18 ans. Et puis maintenant, j'habite à Paris, mais j'ai aussi beaucoup vécu à l'étranger et j'adore voyager et voilà. C'est vrai que toi, tu as une très longue carrière, enfin, tu fais beaucoup de choses à l'intérieur, donc tu as un parcours hyper riche. Ça va être un épisode long, je sens déjà. Beaucoup de choses dans ma vie, dans ma carrière. C'est ça. Bon, après, c'est une bonne chose, hein, ça rend la vie intéressante. Tout à fait. Est-ce que tu te souviens de pourquoi tu es devenue prof au départ? Qu'est-ce qui t'a poussée vers cette voie-là? Alors, c'est marrant parce que je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Et puis un jour, je suis tombée sur un reportage, je crois que c'était Zone Interdite, et qui présentait des profs expatriés. Et Ah, c'était un prof en Polynésie française voilà, on voyait son quotidien là-bas. Et je me suis dit, mais ça réunit tout. Ça réunit ma passion du voyage. Et puis à l'époque, j'aimais beaucoup faire des exposés, parler à l'oral, parler en public. C'était quelque chose que j'aimais beaucoup et qui ne me faisait absolument pas peur. Donc je me suis dit, mais c'est parfait, j'ai trouvé. Prof à l'étranger, c'était très précis. Donc c'est comme ça que j'ai décidé de devenir prof. et toi, tu n'as été que prof à l'étranger, t'as pas du tout travaillé en France? Si, j'ai été prof en France, donc en fait j'ai passé une maîtrise d'espagnol. Donc j'ai étudié l'espagnol. À la base, je voulais devenir professeur d'espagnol. Et je suis même partie 1 an en Erasmus à Barcelone lors de mon master 1. C'était vraiment génial. Et en parallèle, je faisais beaucoup de colonies de vacances. J'étais animatrice de séjours itinérants. Et donc, je suis partie au Mexique, au Chili, en Espagne. J'ai aussi fait les États-Unis, l'Italie, enfin la Tunisie. Donc, voilà, j'étais animatrice, directrice adjointe aussi sur des séjours itinérants avec des adolescents. Et comme j'étais bilingue et même trilingue, voilà, j'ai été embauchée facilement plusieurs fois. Et franchement, c'était génial parce que je voyageais et en plus, j'étais payée. Donc, trop bien, quoi. Les grandes vacances, c'était le top. Mais en étant avec des adolescents, je me suis rendu compte que c'était pas forcément le public qui m'intéressait le plus. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, j'ai pris la décision de changer pour professeur des écoles finalement après ma maîtrise espagnole. Et en plus, le côté enseigner plusieurs domaines, plusieurs matières m'intéressait beaucoup également. Je crois que j'avais envie, voilà, de refaire des maths, de faire de l'histoire, de refaire du français, enfin voilà, d'enseigner plusieurs matières. Et je me suis dit, oh là là, est-ce que j'aurais toujours envie de faire de l'espagnol sur du long terme en niveau plutôt débutant, hein, souvent c'est ça en collège et au lycée, ça reste un petit niveau. Et donc je me suis dit bah non, et en plus il y a beaucoup plus de postes de professeurs des écoles disponibles à l'étranger. Donc je me suis dit bah très bien, donc je vais passer le concours de professeur des écoles en 2007 je crois à Lille où j'habitais à l'époque. Ok, ah oui, donc tu t'es bien posé la question et t'as bien pesé les pour et les contre, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Et t'as enseigné combien d'années en France avant d'avoir tes premières expériences de prof à l'étranger? Alors, j'ai enseigné la première année, la titularisation. Au bout d'1 an, j'ai été titulaire. Et ensuite, j'ai enseigné encore 3 ans. Donc là, j'ai fait un peu de tout. J'ai fait de la maternelle, de la SECPA aussi. Donc voilà, sacrée expérience, hein, voilà. Et puis bah, voilà, des grands également, des CM1, CM2.
Et j'étais tellement motivée par cette envie de partir à l'étranger. Je savais qu'il fallait que ça se passe bien en France, que j'ai un super rapport d'inspection. Donc j'ai tout fait, j'étais ultra motivée et j'ai eu un très bon rapport d'inspection, ce qui m'a permis après de pouvoir candidater un peu partout dans le monde. Donc j'ai envoyé là, quand on veut partir à l'étranger, il faut vraiment s'adresser aux écoles françaises, aux lycées français à l'étranger et envoyer CV, lettre de motivation, rapport d'inspection. Pour montrer sa motivation, il faut avoir des lettres de motivation également. Alors j'en avais parce que j'ai eu de la chance pendant l'année d'UFM. Oui, parce qu'à l'époque, ça s'appelait UFM. Oui, il y a fort, Je me fort sens un longtemps. peu je me sens un peu le dinosaure quand je dis IUFM, mais voilà. Et, euh, et donc, j'ai fait un remplacement au lycée français Charles de Gaulle à Londres pendant 3 semaines. Et d'ailleurs, le premier jour de remplacement, c'était mon anniversaire. Comme quoi, il y a des dates comme ça. Encore? Ouais, encore. Et j'étais tellement heureuse, je me souviens, mais je crois que c'était un des plus beaux jours de ma vie. J'étais à Londres, à South Kensington, au lycée français, et j'étais face à une classe avec des élèves super mignons, enfin adorables, et ça m'a vraiment confortée dans mon souhait de partir enseigner à l'étranger. Donc, j'ai eu cette expérience-là. J'avais demandé à la directrice de me faire une lettre de motivation, une lettre de recommandation, pardon. Et puis ensuite, sur la base du volontariat, je suis partie à Rome faire un remplacement d'une semaine au lycée français Chateaubriand. Et pareil, super. Et en plus, le lycée Chateaubriand, c'est dans une vieille villa italienne. euh, sur une petite montagne, et quand on ouvre les volets de la classe, on voit tout le Vatican. Voilà, donc vue Waouh. extraordinaire. C'était vraiment génial, et en plus, à la fin de notre remplacement, on nous a fait un petit buffet pour nous remercier, pour nous dire bah, merci, merci d'être venu, voilà, faire des remplacements parce que c'était pendant nos vacances, c'était bénévole, il y avait juste l'hôtel et le billet d'avion qui étaient remboursés. Mais voilà, et franchement, super expérience pareil. Donc voilà, donc après 3-4 ans en France, j'ai postulé à l'international et j'ai obtenu Hanoï, Ho Chi Minh et Singapour. Alors, pour ceux qui sont motivés à partir à l'étranger, du coup, le rapport d'inspection, c'est vraiment important. Et puis aussi, il ne faut pas hésiter à appeler, à contacter les écoles françaises et à se présenter au téléphone. Moi, c'est ce que j'ai fait parce que j'étais encore jeune dans ma carrière et je me suis dit, est-ce que mon dossier va passer? Donc, je les ai appelés, je me suis présentée, j'ai dit, voilà, coucou, moi c'est Isabelle, je suis très motivée, j'ai fait ça, j'ai encadré des séjours itinérants, j'ai fait des remplacements à tel endroit, je suis fonctionnaire depuis 4 ans. Voilà, est-ce que je pourrais passer un entretien d'embauche? En tout cas, je serais ravie, je suis très motivée. Et souvent, ça marche parce qu'ils aiment bien les personnes dynamiques, qui montrent leur motivation. Donc, il ne faut pas hésiter à faire ça. Et puis toi, avec tout ce que t'as fait, ta motivation, elle se voit, elle se ressent, quoi. Exactement, bah oui, je T'es pas, pense, t'es ouais. pas juste motivé dans tes mots, t'étais aussi motivé dans tes actes. T'as fait beaucoup de choses qui vont dans ce sens-là et qui prouvent ta détermination aussi à partir dans cette voie-là. Donc ça aide, je pense aussi. Complètement, ouais, complètement. Bah, j'avais un CV qui était aligné, je pense. Donc, Ouais. voilà, c'est ça. Et parce qu'au final, t'as enseigné une quinzaine d'années à l'étranger en tout, du coup. Donc, ouais, donc j'ai eu Singapour, le lycée français de Singapour. Donc, j'ai décidé de partir à Singapour. Je connaissais pas du tout l'Asie. Je partais seule, mais on m'a toujours dit que pour une femme en Asie, c'était assez safe. Donc, je me suis dit, OK, très bien. Et le salaire était vraiment intéressant à Singapour, faut pas se le cacher. Donc, je suis partie à Singapour en me disant, bon, allez, ça sera peut-être 1 an. Et puis, en fait, bah, j'y suis restée 8 ans. Ah Donc oui. voilà. J'y suis restée 8 ans. Alors, j'ai commencé avec un contrat local. Ça veut dire que j'étais payée par le lycée français au début. Il faut savoir que souvent, on démarre comme ça. Et puis ensuite, je suis passée en contrat résident, donc payée par la France, par le ministère de l'Éducation nationale directement. Voilà. Après, pendant un contrat de 3 ans, mais j'ai perdu la moitié de mon salaire en repassant en contrat avec la France. Mais au niveau des échelons, ça me permettait de remonter au niveau des échelons, ça me permettait aussi au niveau de la retraite bah, de recotiser. Donc voilà, donc oui, j'ai perdu au niveau salaire, mais bon, il y avait aussi la contrepartie de revenir aussi dans un système un peu plus normé. Enfin voilà. Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, tu t'es dit que tu arrêtais à Singapour et que tu partais ailleurs? Est-ce qu'il y a eu un déclic ou est-ce que juste au bout de 8 ans, t'as eu l'impression d'avoir fait le tour et avoir envie d'autre chose? Oui, c'est ça, j'avais l'impression d'avoir fait le tour. C'était vraiment une super expérience, mais c'était aussi l'année du Covid, la première année du Covid. Donc en plus, les enseignants ne pouvaient pas repartir chez eux l'été.
Il devait rester du coup les 2 mois d'été à Singapour et puis voilà, moi j'étais contente, j'avais envie de rentrer au bout de 8 ans. Mais c'est vrai que c'est une expérience que voilà, j'ai adoré, vraiment adoré. Les équipes sur place, super. J'ai été très bien accueillie. Les infrastructures sont dingues. J'étais très bien payée également. L'inspecteur sur place, très sympathique. Les conseillers pédagogiques également. Enfin, en plus, on est envoyé régulièrement en stage. Bah, on peut être envoyé à Shanghai, à Bangkok, avec l'avion, l'hôtel, enfin des conditions incroyables. Sur place, en plus, au lycée français, bah, on fêtait la galette des rois, on fête le Beaujolais nouveau. Donc, on a des petites soirées qui sont très très bien organisées, qui sont très sympathiques. Et c'est vrai qu'on se sent vraiment valorisé en tant que professeur. On se sentait aussi protégé parce qu'il faut savoir que les parents payent assez cher la scolarité. Et c'est vrai que quand il y avait des parents un peu trop poussifs, qui critiquent beaucoup parce qu'à l'étranger, ça arrive aussi énormément. Moi, je me suis toujours sentie protégée par le directeur, la directrice, où à chaque fois, voilà, c'était vraiment une équipe et vraiment, j'ai vraiment adoré. Je me suis sentie extrêmement bien pendant 8 ans. Mais voilà, au bout de 8 ans, j'étais contente de repartir. Donc, je suis rentrée en France parce que j'avais besoin de reprendre un petit shot de France. Donc, je suis repartie en France, voilà. Et moi, quand je t'ai connue il y a donc 4 ans, c'est à Dubaï que tu étais. Alors, j'allais partir à Dubaï. Donc, en fait, je suis rentrée en France. J'ai fait 2 ans en France. La première année s'est bien passée et la deuxième année, ça a été un peu la cata, ce qui m'a poussée en fait, à changer de métier. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Donc, c'était encore un peu le Covid et il y a plusieurs choses qui m'ont attristée. Déjà, le fait de ne pas être prioritaire au niveau des vaccins en tant que prof. Moi, je me suis dit, mais on était les seuls à ce moment-là à partir travailler le matin. Et en fait, bah, je me suis rendu compte que oui, on était loin d'être prioritaire au niveau du vaccin. Et ça m'a vraiment peinée. Et je me suis rendu compte en fait du peu de considération qu'on avait au niveau de la société dans notre métier de prof. Chose que j'avais pas vécue à Singapour où voilà, on est très valorisé. Et là, en France, bah, un peu la douche froide. Donc, il y a eu ça. Il y a aussi j'ai eu une classe très difficile la deuxième année de mon retour en France. J'avais un double niveau du lundi, mardi, jeudi. Donc, c'était pas évident. C'est la première fois que j'avais un double niveau, CM1, CM2, avec des élèves en difficulté, des élèves aussi pour qui tout ça allait. Mais bon, bref, 2 niveaux, ça veut dire aussi finalement 6 niveaux, hein, parce que déjà dans un niveau, il y a. Voilà. Et puis, le vendredi, j'avais une autre classe de CM1, 29 élèves, 3 AESH, pour 5 élèves en difficulté. Grosse difficulté, dont un qui menaçait, qui criait, qui cassait des choses, tout ça. Et son AESH ne voulait plus s'asseoir à côté de lui parce qu'il l'avait menacé de Ce mort. que je peux comprendre. Et donc un jour, je fais classe à cette classe justement, et en fait, il y avait tellement de niveaux différents, 3 AESH en plus qui faisaient un peu de bruit, bah, forcément avec leurs élèves, hein, c'est normal. Mais je me suis retrouvée face à ces classes et je me suis dit, bah, en fait, là, clairement, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible d'enseigner. Et je me suis même dit, comment l'éducation nationale nous laisse dans cette situation, en fait. J'ai pris contact avec l'inspectrice, donc j'ai été reçue par elle en lui disant, et là je me suis un peu effondrée, et je lui ai dit, écoutez, voilà, c'est vraiment compliqué, là, cette classe le vendredi. Moi, je les vois en plus qu'un jour par semaine, donc au niveau de l'autorité, bah, évidemment, c'était pas facile. Et en plus, voilà, 3 AESH, dont une qui veut pas s'occuper d'un élève. Enfin bref, je lui dis, moi, c'est très compliqué. Et là, elle m'a sorti, mais en fait, madame, vous n'êtes pas organisée. Vous ne savez pas vous organiser. Et là, je me suis dit, mais c'est un peu le pompon quand même, parce que ça faisait quand même 12 ans que j'étais professeure. J'avais eu des très bons rapports d'inspection. J'avais quand même une super expérience. Et en gros, on me dit que c'est de ma faute. Et là, je me dis, mais c'est le monde à l'envers, quoi. Vraiment, c'est le monde à l'envers. Et aucune aide, aucune aide. Donc là, j'ai commencé à faire. Et en plus, oui, je passais le CAFIPEMF. Je m'étais inscrite au CAFIPEMF cette année-là, donc double niveau le vendredi, une classe pas possible et tout, plus le CAFIPEMF. Et en fait, j'ai commencé à faire un burn-out. Je m'en suis aperçue. Et là, c'est là, mon médecin m'a mise en arrêt, me disant, là, bon, là, ça va pas, il faut s'arrêter. Et je me suis arrêtée et c'est là que j'ai commencé à écouter ton podcast. Moi, je suis toujours là quand on ne m'attend pas. Et c'était une vraie joie que t'écoutais à chaque fois. J'écoutais tous les épisodes en me projetant dans chaque épisode, je crois.
Bah, c'est tout le but, hein, c'est d'essayer de se projeter et que chacun puisse se dire: «Ah ça, non, ça, pourquoi pas, ça, oui, mais plutôt de la façon dont l'avait fait l'autre personne» et qu'à la fin, tu puisses trouver quelque chose qui te correspond le mieux possible. Alors pas exactement, puisqu'évidemment, on est tous différents, on a tous nos petites, spécificités, nos situations familiales, nos peurs, etc. Mais oui, de trouver quelque chose qui correspond. Est-ce que tu te souviens, toi, d'un épisode où tu t'es dit ça oui ou à l'inverse ça jamais de la vie? Bah alors, inspecteur des impôts, je t'avoue, j'étais là, je ne sais pas si je me vois inspectrice des impôts, mais rédactrice web, tu m'avais bien donné envie. Puis je pense que toi également, comme ça te parlait, Ah ça ouais, moi donnait j'aimais bien, ouais. envie. Ouais. Donc j'avais même contacté, hein, je les avais même contactés, tu vois, pour avoir des Ouais. Ouais, je me informations. souviens qu'on en avait parlé. Bah, c'est vrai que quand on vit son métier de reconversion, déjà on a mis tellement de temps généralement à le trouver, à être sûr de nous, à sauter le pas, tout ça. Donc quand tu y vas, généralement, t'es quand même à peu près sûr de toi, quoi, le plus possible en tout cas. Et donc t'as choisi quelque chose qui forcément allait te plaire. Et en plus, comme c'est nouveau, il y a aussi tout l'attrait de la nouveauté. Donc fatalement, quand on en parle, que ce soit moi à l'époque avec la rédaction web ou bah, une personne qui va être inspectrice des impôts, bah tu sais ce que t'as quitté, tu sais pourquoi ça n'allait plus. Et là maintenant, t'es dans quelque chose où ça se passe bien. Donc en fait, c'est vrai que le discours va être plutôt positif. Après, ça m'est déjà arrivé une fois, j'ai eu du mal à trouver, mais d'interviewer quelqu'un qui s'était reconverti et qui après est Oui. revenu dans l'éducation nationale. Mais pas tant parce que le nouveau métier lui plaisait pas tant que ça, mais aussi parce que les élèves lui manquaient et la stimulation intellectuelle. Et c'est important de savoir aussi comment est-ce qu'on peut faire pour revenir en arrière s'il le faut. Bon, lui, en l'occurrence, c'était un retour à zéro, repasser le concours, Ah oui. redevenir stagiaire, la totale, quoi. Donc, chapeau. Mais c'est vraiment preuve que t'as envie de faire ça, donc il n'y a pas de regret à avoir. Il avait envie de vivre une expérience, bah au moins il l'a vécu. Il avait envie de revenir, il est revenu. Enfin, j'ai envie de dire, au final, tout va bien, quoi. Mais complètement. Et d'ailleurs, je trouve que l'éducation nationale devrait plus facilement autoriser les gens qui ont envie de vivre une expérience pendant un an à le faire. Parce que je pense sincèrement qu'il y a des fois, c'est un métier qui est vraiment exigeant, qui est dur psychologiquement, physiquement. Et il y a des fois, on a juste besoin d'une coupure d'un an et de revenir beaucoup plus C'est ça. frais, beaucoup plus détendu. Et ça devrait être autorisé. Il devrait dire, OK, je ne sais pas moi, au bout de 10 ans, chaque professeur a droit à une disponibilité de droit pendant un an, sans perdre le bénéfice de son concours. Moi, je suis carrément d'accord avec toi. En fait, je pense que, tu vois, je prends un profil comme moi. Je dis pas que je suis une généralité, mais je sais que, à la base, moi, je voulais pas du tout démissionner de l'éducation nationale. Je voulais juste tenter autre chose pendant un moment, voir ce qui existait, essayer, découvrir, je sais pas, vivre une vie un peu plus libre pendant un an. Moi, je voulais juste une dispo pour convenance personnelle. J'avais pas du tout prévu de m'en aller. Mais en fait, tout était tellement verrouillé que bah, tu sens que tes libertés sont un peu bafouées, quoi. Et puis une fois que tu commences à mettre le nez là-dedans et que tu te rends compte de tout ce qui va pas, tout ce qui est impossible, tout ce qu'on va te refuser, tout ce que ci, tout ce que ça, bah t'as juste plus envie de rester. Et à partir du moment où t'as ouvert les yeux sur certaines choses, c'est difficile de les refermer. Et donc ça a fait, bah, pour les profils comme moi qui tiennent à leur liberté, des gens qui, bah, du coup, préfèrent partir que rester dans quelque chose qui va les contraindre, quoi. Et pourtant, c'est un magnifique métier que j'ai voulu faire, pour lequel j'ai travaillé dur. Mais c'est comme ça, on m'aurait laissé partir un an, si ça se trouve, je serais revenue, en fait. Hein. Mais Bon, on complètement, saura jamais. complètement. C'est un peu comme une relation toxique où, où le problème, c'est comme on sent qu'on n'a pas le droit de partir, on a encore plus envie de partir, en fait. Et on se rend compte que C'est c'est pas ça. normal, en fait, que bah, même démissionner, il le refuse des fois. Enfin, c'est pas normal, en fait. Bah, Donc, en fait, ce qui met aussi un peu la puce à oreille, c'est pourquoi on t'autorise pas à partir? Est-ce qu'ils mm, savent que c'est mieux ailleurs et que du coup on reviendra pas? Est-ce qu'ils savent qu'ils ont peut-être du mal à recruter? On se demande pourquoi. Enfin, il y a un moment donné, quand on t'astreint à quelque chose, c'est qu'on veut pas que tu vois autre chose. Et du coup, la question, c'est bah pourquoi? Est-ce que c'est normal? Et où il est mon intérêt à moi là-dedans, du coup? Donc oui, forcément, ça pose question. Hein. Et ouais. c'est vrai que bah, a posteriori, et enfin, j'ai échangé avec des centaines et des centaines de profs reconvertis, il n'y en a pas beaucoup quand même qui se disent «Ah, bah en fait, c'était mieux là-bas, j'y reviendrai». Non. Mais bah, tu vois, pas tant que ça, quoi. Alors peut-être aussi, parce que comme tu sais que tu perds le bénéfice de ton concours quand tu fais un départ définitif, tu fais un petit peu une croix dessus aussi. Mais personne se dit que c'était tellement... Enfin, si, une personne pour l'instant se dit que c'était tellement merveilleux que ça vaut le coup de repasser le concours et de recommencer, quoi. Complètement. Et puis en plus, pourquoi on perd le bénéfice de notre concours? Je veux dire, on a passé des examens pour être prof, on a été prof quelques années, on restera prof, on a les compétences, on les a acquises, c'est bon.
Perdre le concours, c'est comme si voilà, on était rayé, on n'était plus apte à enseigner, ce qui est totalement faux. Et en plus, ça ne joue pas en leur faveur parce que là, ils ont un problème de recrutement. Et si à un moment donné, on avait envie de revenir, ce qui peut arriver aussi parce qu'on a envie voilà, de nouveau d'être professeur, eux, ils auraient aussi un vivier intéressant en se disant, bah, tiens, il y a qui sont partis, mais peut-être envie de revenir. Donc en plus, ils se coupent eux-mêmes de professeurs qui seraient peut-être ravis de revenir pour quelque temps, en fait. Il faudrait plus de flexibilité, je pense. Et voilà, c'est un gros problème, effectivement, ouais. À bon entendeur. Si quelqu'un nous écoute. C'est ça. Et Toi, de donc, ton côté... Oui, oui, pardon, et vas-y. donc j'écoutais toutes les reconversions, mais je m'emballais facilement pour toutes les reconversions et en même temps, je me disais, je sais pas, ça sonne pas juste en moi, c'est pas encore ça que je dois faire. Et là, je me suis dit, je vais repartir à l'étranger puisque c'est ma zone de confort. C'est là où je me sens aussi heureuse. Donc, j'ai repostulé à l'étranger en me disant comme ça va me laisser le temps aussi de réfléchir dans un cadre pour moi qui est plus familier finalement. Voilà, donc j'ai repostulé et j'ai eu entre autres Dubaï. Donc je suis partie enseigner à Dubaï. Alors j'ai beaucoup aimé la ville, c'est une ville qu'on critique beaucoup. À chaque fois que je dis que j'ai vécu 2 ans à Dubaï, tout le monde il y a une levée de bouclier, mais c'était vraiment une super expérience. Moi j'ai adoré vivre à Dubaï, c'était vraiment chouette. Au soleil, je prenais ma petite voiture, j'allais à la plage publique. Qui est incroyable. Je mettais ma serviette, toutes mes affaires et j'allais me baigner. Et voilà, c'était vraiment super. Donc, et j'ai aussi travaillé donc, dans une école internationale. Mais voilà, je me suis dit, je sentais que le divorce avec le métier de prof n'était pas loin. Je me disais, c'est bon, j'ai fait le tour, j'ai adoré ces années à l'étranger, mais je sentais de toute façon que ça me confortait dans mon choix, que j'avais envie de découvrir un autre métier. Donc, j'ai pris le temps de réfléchir. Ça a été très long parce que finalement, et ça, je trouve que c'est important aussi de le savoir, je trouve que des fois, on peut avoir envie de faire un métier, mais que les conditions d'exercice ne sont pas faites pour nous. Du coup, j'ai pris le problème dans l'autre sens. Je me suis dit, en fait, quelles sont les conditions d'exercice qui te plairaient avant de choisir le métier? Et je me suis rendu compte que moi, j'avais pas envie de perdre en salaire, que pour moi, c'était pas possible, limite que j'avais envie de gagner en salaire, parce que je trouve qu'on n'est pas suffisamment bien payé en France en tant que professeur. Et j'aimais bien la sécurité de l'emploi. C'est quelque chose qui me plaisait. Le fait de me dire, j'ai pas besoin auprès d'un chef de me vendre pour avoir une augmentation de salaire. C'est-à-dire, c'est assez automatique, tous les 2-3 ans, on monte de salaire. Et ça me plaisait beaucoup. Donc, je me suis dit, bah, en fait, il faut que je trouve un nouveau métier qui, dans la fonction publique, du coup, je pense que c'est ce qui me plaît aussi, de travailler aussi au service de l'État. Voilà, j'avais envie de continuer à travailler, mais plus en tant que prof. Donc, j'ai commencé à regarder dans les forums et là, je vois dispositif passerelle. Donc, je m'intéresse à ce fameux dispositif passerelle et d'ailleurs, il y a un super groupe Facebook qui existe, dispositif passerelle, voilà, on peut le chercher détachement. Et là, Oh. je lis un peu bah, toutes ces caractéristiques et là, je me dis, mais ça m'intéresse. C'était pour, entre autres, devenir secrétaire générale d'un EPLE. EPLE, c'est un établissement public local d'enseignement. Ça veut dire collège ou lycée. Ou alors, il y a des postes également au rectorat. Donc, quand on a le concours, on a soit un poste au rectorat, soit un poste de secrétaire général. Donc, je m'intéresse à ce fameux poste de secrétaire général et je me dis, mais oui, oui, ça m'intéresse bien. Et donc, je décide de rentrer en France. Donc, je demande ma mutation à Paris parce que je me dis, j'ai vécu dans 2 grosses villes. Donc, je me dis, bon, voilà, je connais pas Paris, j'ai envie de découvrir la vie parisienne. Donc, je demande ma mutation à Paris et je redeviens professeur pendant 1 an, puisqu'il faut que je sois de nouveau fonctionnaire pour repasser un concours. Et là, je suis affectée à l'année en maternelle dans une petite école au pied de la butte Montmartre. Et je crois que je passe une des meilleures années de ma carrière dans cette petite école maternelle au pied de la butte Montmartre. C'était ma première année d'enseignement, j'avais été affectée en maternelle et là, c'est ma dernière année. Et je me dis, je le sens bien, je sens que la boucle est bouclée et que ça sera ma dernière année. Je le sens au fond de moi et je me dis, c'est un beau cadeau aussi de la vie. La boucle va se boucler et en plus, c'est une super année que je passe avec mes petits chouchous, comme je les appelle. Ils sont super mignons. Il y a beaucoup d'élèves d'hôtels sociaux et puis il y a des élèves du quartier de la Butte-Montmartre. Donc, c'est un milieu qui est très mixte et c'est vraiment une classe très sympa. Je passe vraiment une très, très bonne année dans cette classe-là. Et en parallèle, je décide de faire un stage auprès de la secrétaire générale
du lycée qui se trouve juste à côté de l'école pour découvrir Ah, les alors, fonctions. Voilà. dis-moi, comment as-tu fait toi pour obtenir ce stage? Parce qu'il y a plusieurs possibilités. Quelle a été la tienne? Alors, moi, j'en ai beaucoup parlé. Il faut savoir qu'il faut souvent parler autour de soi de ce qu'on a envie de faire. Et dans ma classe, j'avais une maman qui était CPE et qui m'a dit, qui était très sympa et qui m'a dit, écoutez, je vais demander parce que dans le collège et lycée où je travaille, voilà, la secrétaire générale est super sympa, elle accueille toujours plein de stagiaires. Je suis sûre qu'elle sera ravie de vous accueillir. Et donc, ça s'est fait comme ça. Mais il faut aussi savoir que moi, j'ai également démarché, je suis allée sonner à la porte, hein, littéralement, des collèges près de Montmartre en leur disant, voilà, je suis professeure des écoles dans le quartier et j'ai envie de faire votre travail. Est-ce que vous auriez un peu de temps à m'accorder? Donc, la plupart m'ont accordé quelques heures dans leur agenda pour me parler de leur métier. Donc, il faut vraiment pas hésiter, en fait, à aller sonner et limite à se présenter, en fait. Moi, c'est ce que j'ai fait aussi. Donc, j'ai rencontré 3 collègues comme ça et puis j'ai également donc fait ce stage, dans l'établissement, juste à côté. Donc elle m'a accueillie tous les mercredis après-midi en janvier-février pour me montrer, ses fonctions, en fait. Ok, donc toi, c'était en dehors de tes heures d'enseignement. Tu ne travaillais pas le mercredi après-midi. C'était ça. Moi, je travaillais pas le mercredi après-midi et je suis également passée par la RH, du rectorat. J'ai appelé le rectorat pour avoir, comment ça s'appelle? Une Une convention de convention de stage? stage. Voilà. Ok. Voilà, comme ça, c'était noir sur blanc. Et comme il fallait faire un dossier, envoyer lettre de motivation et CV pour le dispositif passerelle, moi, ça me permettait aussi de l'insérer dans le dossier pour montrer ma motivation, en fait. Je me suis dit, il C'est faut ça. que, voilà. Finalement, ça colle assez bien avec ta façon de faire pour trouver les postes à l'étranger aussi. En fait, tu as fait tout ce qu'il fallait pour y arriver, pour montrer ta motivation, ta détermination, en parler autour de soi aussi, tu vois, comme tout comme t'appelais les établissements, bah, là t'appelles aussi les gens qui sont concernés, donc ça enrichit finalement ton dossier, quoi, et bah, fatalement, après c'est plus simple d'y accéder que pour quelqu'un qui arrive comme un cheveu sur la soupe, ça paraît des fois un peu coup de tête, quoi. Là, toi, ça fait quelque chose de préparé aussi. Ouais, exactement. Et puis le métier de secrétaire général, il y a toute une partie comptable, il y a que moi je n'avais pas forcément avant. Et je me suis dit, peut-être qu'ils vont se dire, bon bah oui, elle a fait des études d'espagnol, elle a été prof des écoles, mais est-ce que ça pourrait matcher aussi avec nous, nos critères en fait. Donc je me suis dit, il faut aussi que je leur prouve que je me suis intéressée, que je connais bien les fonctions. Voilà, donc c'était aussi pour montrer ma motivation. Ouais. Donc c'est ce que j'ai fait et ça m'a permis découvrir les fonctions d'un secrétaire général parce que je ne savais même pas l'existence de ce métier au sein des collèges et lycées, hein. Je ne connaissais pas du tout ce qu'il faisait. Et ça, du coup, ça fait partie du corps des attachés d'administration de l'État, donc on appelle aussi AAE. Toi, c'était Exactement. en tant que prof du premier degré, mais ça peut aussi être accepté pour les profs du second degré, les CPE et les psychologues d'éducation nationale. Donc c'est aussi les autres personnels, entre guillemets, Tout de à fait. l'éducation nationale. Tout à Et ça fait. t'a permis d'avoir, par voie de détachement, finalement, d'entrer dans ce nouveau métier comme une sorte de... Bah, comme une passerelle, en fait, hein, comme son nom l'indique, Ex- sans avoir à passer le concours. Exactement, parce que si on veut devenir secrétaire général ou bien travailler au rectorat ou travailler dans un autre ministère, parce qu'il faut savoir que ce nouveau corps, le corps d'attaché d'administration de l'État, c'est un corps interministériel. Donc, ça veut dire que moi, je ne suis pas encore intégrée. Là, je suis en détachement pour 5 ans, mais on m'a dit qu'au bout de 2 ans, je pouvais demander mon intégration définitive. Et une fois que je suis intégrée définitivement, je peux aller travailler dans un autre ministère. Donc, ça aussi, Ok. c'est la liberté. Je retrouve la liberté. Donc, ça, c'est vraiment important et je trouve que ça fait vraiment du bien de le savoir, même si peut-être que je vais rester tout le temps dans l'éducation nationale, hein, je ne sais pas, mais rien que le fait de savoir que je ne suis plus enfermée dans une seule fonction, je trouve que de toute façon, ça fait du bien en fait. Donc voilà, donc du coup, pour passer le dispositif passerelle, j'ai dû d'abord envoyer un CV et une lettre de motivation. Ils font un premier tri et ensuite, j'ai été convoquée à un oral où pendant 10 minutes, j'ai dû faire une 10 minutes de présentation de mon parcours en expliquant en fait pourquoi je pourrais, mes qualités, mes compétences pour intégrer ce dispositif passerelle aussi. Et ensuite, j'ai été bien cuisinée pendant une demi-heure. Donc, ils ont bien voulu tester ma motivation, mes connaissances aussi. Donc, il y a tout un jargon aussi lié propre
propre à ce nouveau métier, ce nouveau corps. Donc voilà, mais j'avais bien potassé, donc j'ai senti que ça passait bien. Et puis ensuite, j'ai eu la bonne nouvelle. On m'a dit félicitations. Un mois plus tard, je crois, j'ai reçu un mail et là, j'ai sauté dans la cour de récréation. Et j'étais tellement contente. C'était vraiment, même si je passais une très bonne année, hein, mais c'était voilà le début d'une nouvelle aventure. Donc je pense que j'étais ah ouais, moi c'était voilà, je pense que j'ai aussi besoin de d'aventure dans ma vie et donc c'était voilà une nouvelle étape. Et j'ai eu mon affectation début juin et donc moi j'ai su que je ne serais pas secrétaire générale. Alors, la plupart deviennent secrétaires généraux de collèges. On les met sur des collèges parce que c'est des petites structures. Moi, j'ai été affectée dans un lycée et du coup, je suis gestionnaire déléguée. Ça veut dire que j'assiste le secrétaire général qui est aussi agent comptable. Ça veut dire agent comptable, il chapeaute plusieurs secrétaires généraux. C'est un peu le chef d'autres collèges ou lycées. Il chapeaute les comptes et donc moi, je suis en gros l'assistante, son assistante, voilà. Donc voilà, donc je suis sur un gros lycée dans le centre de Paris et en plus j'ai la chance parce que j'ai un appartement de fonction au sein du Ah lycée. oui, non mais ça, moi j'ai eu droit le room tour avant l'interview. Donc tu es quand même sur un super logement où c'est vrai pour lequel t'as pas de charge, donc c'est une qualité de vie aussi. Enfin je veux dire quand t'es prof et qu'on t'affecte à Tataouine-les-Bains, comme qui dirait, t'as pas le logement qui vient avec. Alors que là, quand je regardais les documents officiels pour du coup le dispositif passerelle pour devenir AAE, il était écrit noir sur blanc, le logement de fonction peut facilement venir avec, hein, puisque les agents n'ont pas forcément prévu de déménager. Mais vous croyez que nous, on a prévu de déménager quand on nous affecte contre notre consentement à Pétaouchnok? Complètement. Bon là, après, ça concerne aussi moins de personnes, puisque je voyais que c'est environ 150 personnes par an. Donc, ce qui est déjà bien, hein. Mais c'est vrai que c'est pas du tout autant que les enseignants, donc ils pourraient pas se permettre. Enfin, sinon, on serait très nombreux à avoir un logement de Ouais. fonction, j'imagine. Mais avoir des avantages comme ça, enfin, franchement, tout est bon à prendre et t'as bien raison d'en profiter. Ah mais complètement, c'est une plus-value aussi financière. Donc en plus, moi j'ai gagné en salaire. J'ai fait un boom hein, au niveau de mon salaire parce qu'on a des primes. La grille de salaire est à peu près la même que prof, mais on a beaucoup de primes. Ils ont revalorisé énormément ce métier. Et puis j'ai le logement de fonction, donc que je ne paye pas en plein cœur de Paris et je ne paye pas ni l'eau ni l'électricité. En contrepartie, quand l'alarme incendie sonne un samedi matin à 7 heures, il faut aller voir ce qui se passe et soit évacuer, soit prévenir, soit juste rappuyer sur l'alarme incendie et faire les contrôles. Il y a aussi des samedis de permanence, je dois en faire parce qu'il y a des DS, des cols, donc je dois faire certains samedis de permanence, des journées portes ouvertes, je suis également sur place, mais bon, c'est pas non plus énorme, ça représente 5-6 samedis par an. Donc c'est voilà, c'est vraiment suffisant et les contreparties sont énormes financièrement. C'est clair que c'est vraiment intéressant. Donc, il faut savoir que le dispositif passerelle, moi, j'étais donc professeure sur l'Académie de Paris. Donc, si j'obtiens le dispositif passerelle, je restais dans l'Académie de Paris. On reste dans son académie. On n'est pas affecté autre part. Voilà, on n'a pas le choix de son affectation. Donc, certains sont voilà, la première affectation, c'est un collège Porte de la Chapelle. Bon, c'est moins glamour que le centre de Paris, mais bon, j'étais prête à y aller hein, de toute façon. Et puis on part à l'IRA, l'Institut régional d'administration, pendant cette année. Donc, on est en formation. L'IRA, ça sert vraiment à nous préparer pour ce nouveau corps. C'est marrant parce que nouveau corps, j'ai l'impression de changer de corps, mais non, non, je reste Isabelle. Mais voilà, c'est un nouveau corps. Donc, je suis partie 4 semaines à Lille. Moi, j'ai choisi Lille, puisque Paris, comme on est au centre, on peut choisir soit l'IRA de Lille, Nantes, Lyon, Bastia ou Metz, il me semble. C'est Donc, ça, c'est les voilà. 5 que j'avais notés. Ouais, T'as fait mon exactement. travail en Voilà, fait, hein. J'ai plus exactement. rien à dire. J'espère que je parle pas trop. Non, tu es parfaite Isabelle, dans ton nouveau corps. Dans mon nouveau corps. Et donc, je suis arrivée à l'IRA de Lille début septembre pour 4 semaines de formation. Et là, on nous avait préparé un buffet énorme avec des pâtisseries, des fromages, des gâteaux, des softs. Il n'y avait pas d'alcool, mais voilà, on était un peu déçus de ne pas avoir le champagne. Non, non, je rigole. Mais tous, je me souviens tous, donc on est tous d'anciens professeurs. Il y en a un qui est CPE. Et en fait, on était tous subjugués par ce buffet et cette différence de traitement par rapport au métier de professeur des écoles. Et je me souviens, ça y est,
ça y est, on a franchi un cap et je sais pas, on s'est tous regardés, le sourire aux lèvres en se disant: «Oh là là, on est vraiment heureux, on a bien fait de passer ce dispositif passerelle». Mais tu vois, ça boucle avec ce qu'on disait tout à l'heure, hein, mais c'est vrai que si on avait la possibilité d'aller voir comment c'est ailleurs et qu'à chaque fois c'est comme ça, pourquoi est-ce que tu reviendrais en fait? Donc c'est Mais vrai que bon, complètement. certaines personnes ont avantage à ce qu'on n'aille pas voir ailleurs dans un Ah mais premier temps. complètement, complètement et d'ailleurs les formateurs nous l'ont dit, on se sent extrêmement valorisé dans nos formations. On nous fait comprendre que notre poste est important. C'est un poste où il y a la comptabilité, il y a la gestion humaine. Donc on nous fait comprendre qu'au niveau de nos compétences, elles sont très importantes et que notre salaire aussi l'est et que, on a un très, très bon salaire, que ça va être difficile, même pour d'autres, pour la fonction publique territoriale, hospitalière, de nous débaucher parce que l'éducation nationale nous propose aussi, bah, de très bons salaires. Donc ça aussi, on s'est tous regardés en se disant, «Ah bah, ça fait plaisir pour une fois, en gros, qu'on comprend qu'on est bien payé», pareil, on se sent valorisé, en fait, c'est ça, c'est vraiment le terme. Oui, c'est-à-dire que l'argent ne fait pas tout, mais c'est clairement une des formes de valorisation, que la plupart des personnes attendent et c'est bien normal et bon, voilà, ça manque un peu dans à certains endroits, mais là, en l'occurrence, vous l'avez et vous en êtes tous, satisfaits. Enfin, en fait, il y a le côté rémunération, mais il y a aussi, l'aspect humain, la reconnaissance de vos compétences, la façon dont on vous traite, enfin, c'est vraiment un tout, quoi. Donc Complètement. ça change du tout au tout. Sachant que là, toi, tu as fait du coup 4 semaines de formation à l'IRA de Lille. En tout, si je dis pas de bêtises, vous en avez 10, donc vous faites Heu, 4 et 2, je 9, crois. ouais, on y retourne, ça a un peu changé, on y retourne 3 semaines en mars, Ok, et on y retourne 3 semaines en juin. ok, Oui, donc ça fait 10. Ouais. ok. Oui, c'est ça fait 10. Ouais, c'est ça, exactement, ouais. Donc quand tu es à l'IRA, tu es vraiment que à l'IRA. Et quand tu reviens à Paris, là, tu es sur tes fonctions et tu as, j'imagine, comment on appelle ça? Pas un mentor, je cherche mon mot. Ouais. Oui, c'est Tu ça, vois un ce que je veux dire? tuteur, un Un tuteur. tuteur, voilà. Bah, écoute, moi, c'est mon secrétaire général, du coup, qui me guide, Ouais. parce qu'il est dans le bureau d'à côté. Donc, dès que j'ai une question, moi, c'est super pratique, je peux lui demander. Et quand je pars à l'IRA, pour le coup, moi, je suis assez libre parce qu'il y a les secrétaires d'intendance qui sont là, qui travaillent avec moi et elles connaissent très bien le métier. Donc, elles gèrent aussi ma partie. C'est un gros lycée où je travaille, hein. Donc, il y a les secrétaires d'intendance, il y a aussi une responsable agent et il y a le secrétaire général, agent comptable. Donc quand je pars, c'est pas très grave parce qu'il y a toute une équipe assez costaud qui est là pour prendre, j'organise tous les contrôles obligatoires, de sécurité de l'établissement, donc tout ça, c'est programmé, mais tout le reste, je sais qu'elles peuvent gérer. Contrairement à mes collègues qui sont secrétaires généraux en collège et là, bah, souvent, ils doivent passer des coups de téléphone, ils sont sur leur ordinateur pour gérer parce que personne ne peut prendre leur fonction pendant l'IRA. Donc je sais que eux sont plus sous l'eau que moi. Donc moi, je sais que voilà, Ok. j'ai la chance d'être ouais, d'être gestionnaire délégué cette année et d'être un peu plus coucounée en fait par toute l'équipe qui est déjà sur place et qui est une équipe assez importante en fait. Et j'ai lu aussi en ligne, et tu vas me confirmer est-ce que c'est vrai ou pas, que en amont de votre affectation, vous aviez une formation à distance à suivre par le CNED. Oui, Vrai ou faux? oui, tout à fait. Tout à fait. T'as plein d'infos. Ok. Oui, mais comme tu vois, on en parlait un peu hors micro, mais parfois sur les sites officiels, il y a des infos qui, en fait, dans la pratique, n'existent pas. Oui, Du type, comme je te disais tout à l'heure, soi-disant, tous les 2 ans, les enseignants sont formés au premier secours gratuitement. Bon, voilà. Qui a vu sa dernière formation au premier secours? Levez la main. Mais c'est quelque chose qui arrive finalement assez rarement. Donc là, je me suis dit, si ça se trouve, il y a des choses qui sont écrites qui sont fausses. Donc comme ça, je te demande en personne. Tu peux ouais, confirmer. non, on a bien reçu nos codes pour se loguer, pour la formation CNED. Donc, on a vraiment eu ça en amont pendant les grandes vacances, il me semble, ou dès qu'on a eu notre poste. Ensuite, on a la formation à l'IRA, mais là, c'est une formation qui est vraiment liée à ce nouveau corps, le corps d'attaché d'administration. Donc là, on est toute la promo, en gros, du nord de la France, avec les académies de Normandie, de Picardie, de Lille, Créteil, Versailles et Paris. Donc, on est 25 sur les 25 dispositifs passerelles et personnes. 23 sont secrétaires généraux de collège. Il y a moi qui est gestionnaire délégué au lycée et il y en a un seul qui est au rectorat. Il faut savoir qu'il y a très peu de postes au rectorat. Donc, ils ont peu de postes au rectorat à proposer.
Mais ça, c'est vraiment pour nous former à un poste d'attaché d'administration. Donc, ça veut dire qu'on peut travailler dans n'importe quelle autre administration, la justice, les finances, l'économie. Donc, on nous forme à être polyvalent, en gros. Et en parallèle de ça, à Paris, je vais régulièrement à la Sorbonne, ce qui est assez sympa, me faire des formations spécifiquement sur le métier de gestionnaire ou de secrétaire général pour m'aider à utiliser les logiciels. Donc à Paris, c'est vraiment sur mon poste actuel et à Lille, à l'IRA, c'est sur le poste d'attaché d'administration. Donc voilà, donc on est D'accord. très très bien encadré. On a aussi les directeurs de formation là, à la Sorbonne qui nous appellent régulièrement pour savoir comment ça se passe, comment ça va, si tout se passe bien aussi dans notre établissement avec le principal ou le proviseur pour savoir si on n'est pas perdu, on n'est pas sous l'eau, si tout se passe bien. Parce que c'est vrai que pour l'État, pour les académies, c'est des formations qui sont assez chères, hein. C'est elles qui payent l'IRA, la formation à l'IRA, qui payent l'hôtel sur place, la nourriture, tout ça. Donc voilà, ils misent sur nous, donc ils ont aussi envie d'être attentifs à notre bien-être et être sûr que tout se passe bien et que voilà. Donc on est assez bien encadré, ouais, c'est ça. Toi, du coup, là, tu disais que tu es détaché pour 5 ans, mais c'est bien à la fin de la première année qu'on va déjà te demander une première fois si tu souhaites y rester ou revenir sur ton poste d'enseignante. Tout à fait, tout à fait. Pendant 5 ans, je peux revenir voilà, dans mon corps de professeur. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, ce qui est aussi intéressant parce qu'au moins, on n'a pas ce stress de se dire ça y est, je quitte le corps des professeurs, il n'y a pas de retour en arrière. Bah, là, on sait quand même voilà, qu'on peut y retourner si on ne se sent pas bien, si c'est pas ce à quoi on s'attendait. Donc, ça, je trouve que c'est très bien fait. Voilà. Ouais, je trouve aussi parce qu'à la fois tu conserves la sécurité de l'emploi et la stabilité de la fonction publique, ce que beaucoup de personnes recherchent et je comprends parfaitement pourquoi. Mais en plus, tu as le choix de pouvoir revenir en arrière si ça ne correspondait finalement pas à tes attentes. Et c'est vrai que même si je dis tout à l'heure, c'est des projets qui sont vraiment mûrement réfléchis. Parfois, quand tu es dedans, tu vois, c'est comme enseignant, tu fais tes 5 ans d'études, tu passes ton concours, et t'arrives en classe et en fait c'est pas tout à fait comme ce que t'avais imaginé, bah là ça pourrait très bien être le cas, donc t'as quand même le choix de revenir en arrière tout en restant voilà sur un poste où tu gardes ta stabilité de l'emploi. Donc en fonction voilà de la vie de chacun, des traites qu'on peut avoir d'un côté financier aussi, enfin il y a plein de critères à prendre en compte, donc je trouve que c'est hyper sécurisant comme façon de faire et c'est vrai que en fonction des profils des personnes que j'accompagne, j'ai tendance à recommander quand ça correspond bien évidemment, mais le fait de pouvoir passer les concours, parce que du coup tu peux le faire en catégorie A, B ou C en fonction du profil de la personne, et tu as cette possibilité de revenir en arrière si jamais. Là toi c'est vrai que l'avantage du dispositif passerelle c'est que tu n'as pas le concours à passer. Par contre, j'enregistre cet épisode un peu tard, puisque cette année, normalement, c'était la dernière année. Donc j'ai vu que dans chaque académie, il y a des dates différentes pour pouvoir s'inscrire pour l'année prochaine, puisque donc septembre 2026, ce sera la dernière possibilité. J'ai regardé à Rennes. Rennes, je crois que c'est le 28 janvier, donc ce sera le jour où va sortir l'épisode. Mais je crois que, je sais plus si c'est à Paris ou à Lille, je crois que c'était début janvier, donc c'est déjà passé. Mais voilà. Après, je sais pas. Est-ce que toi, tu sais si c'est comme la rupture conventionnelle et c'était en test et pour l'instant c'est fini, mais peut-être que ce sera prolongé ou est-ce que c'est vraiment fini, fini? J'ai demandé aux personnes du dispositif Passerelle cette année, enfin qui sont au rectorat et qui organisent ce dispositif. Je leur ai posé la question, ils m'ont dit pour le moment, on n'a pas de vue sur l'année prochaine, ils ne savent pas si ça va être reconduit ou pas. Donc, Ok. Ah, donc il y a quand même un petit il espoir. y a un petit espoir quand même. Ils se disent qu'il y a des besoins dans ce Oui. poste-là et ils aiment bien le fait que ce soit des personnes qui viennent de l'éducation nationale, qui prennent leur fonction sur des postes comme ça parce qu'ils connaissent un peu le sérail, donc c'est plus facile aussi pour s'intégrer en fait. Donc ça peut être reconduit, mais on n'a pas forcément d'indication, ouais. Donc Ok. Bah moi, des témoignages que je regardais, en tout cas, les gens qui utilisent ce dispositif ont l'air très satisfaits derrière. Et apparemment, de manière générale, l'administration était aussi satisfaite du type de profil qui était recruté. Donc, comme ça a l'air quand même plutôt positif dans les deux sens, mm. j'ai un petit espoir que, j'espère en tout cas, que ce sera renouvelé parce que c'est une belle opportunité, je trouve. Ah, complètement. Moi, je trouve que c'est un dispositif et le terme est bien choisi, passerelle, parce que c'est vraiment une passerelle. Je trouve que ça a été très bien choisi et on se sent vraiment bien accompagné dans ce processus. Donc, je trouve qu'ils ont mis des moyens et puis, ouais, on s'y sent bien. Voilà, on sent qu'on n'est pas lâché comme ça, en tout cas de mon côté, hein. Mais je trouve que ça a été bien fait, ouais, bien pensé et bien exécuté, ouais. Mm.
Est-ce que toi, maintenant que tu es dans ce nouveau quotidien-là, comment ça s'organise au niveau de tes journées? Comment tu le vis? Est-ce que tu travailles beaucoup d'heures? Est-ce que c'est un emploi du temps fixe? Comment ça se passe concrètement? Alors, comme je suis cadre, je pourrais très bien faire les horaires qui me plaisent, mais on a vu ça avec le secrétaire général et il m'a demandé si voilà, on pouvait faire un planning et moi ça me convient aussi, au moins c'est cadré. Alors, faut savoir qu'on doit faire, 1 600 heures je crois par an, mais comme c'est un établissement, ben, voilà avec des élèves, on a toutes les vacances scolaires, ce qui nous oblige à faire beaucoup d'heures par semaine pour caser toutes ces heures en fait. Donc, bah, c'est vrai que ça fait beaucoup d'heures par semaine. Par contre, moi, je suis à 40 heures par semaine. Il faut que je fasse aussi des jours de permanence, 2 jours de permanence pendant les vacances, parce qu'il y a des sociétés aussi qui interviennent, quand il y a pas d'élèves. Mais voilà, donc je commence à 7h30 le matin. C'est un souhait de la proviseure parce que c'est vrai que les cours commencent à 8h et comme moi je gère, le bâtiment, la sécurité, le matériel, bah, ça permet, si jamais il y a un souci, que ça soit réglé, avant que les élèves n'entrent en classe. Donc voilà, ça se comprend, mais du coup, je commence assez tôt. Heureusement que j'ai, 2 escaliers à descendre pour aller au travail. Donc je sors C'est à vrai ça? 7h30 de chez moi, à 7h31, je suis à mon bureau. Donc ça va, j'ai pas un temps de trajet qui est énorme. Donc voilà, donc il y a ça au moins, voilà. Je termine, soit à 17h, soit à 16h tous les jours. Je vais essayer de faire en sorte l'année prochaine de faire plus d'heures par jour, mais de me dégager une après-midi parce que mon mercredi me manque quand même, faut le dire. Ah ouais. Donc franchement, ouais, vraiment, c'était tellement bien d'avoir ce mercredi. À Paris, on travaillait déjà le mercredi matin, donc là, je vais essayer de travailler le mercredi matin, mais d'avoir mon mercredi après-midi libre. Sinon, bah, toutes les vacances scolaires, je les ai. Et je finis une semaine plus tard en juillet et je reprends une semaine plus tôt au mois d'août. Donc OK. voilà, donc Et c'est pas mal parce qu'au final, ça te fait quand même beaucoup de congés et pas de préparation ou de travail pendant tes vacances? tout à fait, tout à fait. Quand OK. je suis chez moi, sauf s'il y a vraiment une grosse urgence. Bon, bah voilà, on aide, mais j'ai envie de dire, la dernière fois, il y a un problème de chauffage. Ben, c'est moi qui suis allée à la chaufferie, voir quel souci pouvait y avoir, appeler une entreprise qui vient dépanner, et ça peut être le samedi. Là, aujourd'hui, je devais terminer plus tôt et il y avait un problème, l'ouvrier qui devait aller chercher les galettes des rois dans le lycée, dans le sud de Paris, dans un lycée hôtelier, n'était pas là. Donc voilà, j'ai proposé spontanément d'aller chercher les galettes. Voilà, donc on dépanne aussi, on est aussi là pour aider hein, voilà, le lycée, donc on met à la main à la pâte, mais voilà, ça fait beaucoup d'heures, mais en même temps, comme tu dis, il n'y a pas toute cette préparation à côté ou cette charge mentale. Je sais, tous les soirs, quand on a fini sa journée et qu'on est vraiment fatigué et qu'on doit encore s'interroger à se dire qu'est-ce que je vais faire demain? Il faut que je prépare ma séance d'histoire, de géo, de français, de maths, il faut que je prépare mes documents, il faut que je réfléchisse à ce qu'on va faire. Ça prend facilement 1 heure. Et ça, c'est vrai que j'ai plus du tout ça. Et c'est vrai que voilà, il y a une surcharge mentale que je n'ai plus du tout. Et on peut traiter aussi les problèmes un par un. Quelquefois, il y a plusieurs problèmes qui arrivent, mais on n'est pas obligé de tout traiter en même temps. On se dit, OK, qu'est-ce qui est le plus urgent? Je traite ça. Ensuite, je vais traiter ça. Si j'ai envie de faire une pause, eh ben, je fais ma pause. Si j'ai envie de passer un coup de téléphone, même privé, je sors du bureau et je vais le passer. Et ça aussi, ça a été, j'osais même pas. Une fois, je sais plus, je devais passer un coup de téléphone urgent et j'ai même demandé à mon chef, j'ai dit, excuse-moi, est-ce que je peux passer un coup de téléphone? Il était tellement surpris. Il m'a dit, mais bien sûr, il m'a regardé genre comme une bête curieuse en se demandant, mais pourquoi je lui ai demandé ça? Et là, on se rend compte en fait de toutes ces années dans l'enseignement où même pour aller aux toilettes, on culpabilise à mettre un élève devant la classe pour surveiller la classe et on se dépêche d'aller en quatrième vitesse aux toilettes, enfin pour tout en fait, ou même quand on a un coup de téléphone à passer, évidemment, on doit attendre la récréation. Et encore, quelquefois on est de service, il faut demander aux collègues de surveiller la cour. Enfin, bref, c'est toute une logistique. Et là, de se dire, bah, si j'ai envie de me prendre 10 minutes, je me prends 10 minutes. Si j'ai besoin de passer un coup de téléphone, je le fais. Et franchement, ouais, ça change une vie. Bah, c'est une autonomie et une liberté que tu retrouves, mais qui est aussi basée sur un système de confiance, c'est-à-dire que tu as la possibilité de faire ça, et il est logique que tu vas pas en abuser en prenant une pause de 45 minutes sous couvert de j'ai un coup de fil à passer, tu vois. En fait, c'est donnant-donnant, quoi, les relations de confiance aussi. Tout à fait. Alors sinon, pour parler de mon métier, si je peux en parler des nouvelles fonctions de mon métier, Oui, bien sûr.
Pour dire, hein, pour ceux qui seraient intéressés, donc en tant que gestionnaire ou secrétaire général, si on est tout seul, on a 3 missions importantes à remplir. Tout d'abord, il y a la sécurité du bâtiment. Donc il faut vraiment être, ça c'est vraiment la chose la plus importante, je crois, de notre métier. Faut vraiment vérifier à ce que tous les contrôles soient à jour. Par exemple, le contrôle des extincteurs, le contrôle des installations électriques, le contrôle, du désenfumage, c'est-à-dire les fenêtres qui s'ouvrent en cas d'incendie. L'alarme incendie aussi, être sûr que tout le personnel est bien formé à l'utilisation de l'alarme incendie. Bref, donc il y a tout cet aspect sécuritaire. Si on voit une fuite d'eau, si on voit quelque chose qui pourrait mettre en danger les élèves. Voilà, donc il y a la sécurité et puis il y a aussi l'entretien du bâtiment. Donc ça, c'est une grosse partie de notre métier. Il y a la partie gestion humaine. Donc ça veut dire il faut savoir gérer les agents de cuisine, les agents d'entretien, faire des fiches de poste, fiches de travail, leurs horaires, faire des horaires, leur faire des évaluations. Donc, il y a toute cette partie gestion humaine qui est pas si facile, hein, avec des agents qui peuvent être plus âgés que nous, qui connaissent très bien le bâtiment. Donc, voilà. Donc, il faut savoir un peu naviguer sur cette partie gestion humaine. Et ensuite, il y a une troisième partie qui est la partie comptable. Donc là, bah, il faut gérer toute la partie comptable parce que c'est un peu comme une grosse entreprise. Donc, on a un budget chaque année qui nous est alloué par l'État et donc on a des postes de dépenses au niveau de la vie pédagogique des élèves, des voyages scolaires, du matériel, des cahiers, tout ça. On a une partie au niveau, par exemple, de la cantine, voilà, on a une partie du budget qui est allouée pour la maintenance du bâtiment. Donc voilà, donc il faut faire aussi, il faut appeler les entreprises qui viennent approvisionner en stock de papier, en tonnerre, voilà, les imprimantes, il faut leur envoyer des bons de commande. C'est à nous voilà, de gérer toute la logistique autour de ça. Donc c'est vraiment les 3 pôles importants de la vie d'un secrétaire général ou d'un gestionnaire délégué en lycée. Donc voilà, donc c'est beaucoup de fonctions. Au début, on est complètement perdu. Franchement, on se dit mais oh là 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 là, il y a tellement de choses à gérer. Mais bon, progressivement, c'est comme pour tout, hein, petit à petit, on arrive à maîtriser les choses. Et puis on se rend compte qu'en étant professeur des écoles avant, on a tellement l'habitude de gérer 10 choses Oui. à la fois qu'on y arrive. C'est sûr, on y arrive. Oui, en fait, tu pars avec une petite longueur d'avance, je pense, d'avoir enseigné dans le primaire avant. Parce qu'il y a plein de choses finalement qui sont à faire un peu au bon vouloir des personnes qui sont sur place, quoi, entre les enseignants et le directeur ou la directrice qui doit checker pas mal des points que tu as évoqués là. Après, c'est sûr, c'est des plus petits établissements, donc dans une moindre mesure, mais c'est une charge mentale qui s'ajoute. Et toi, c'est un métier qui est vraiment dédié à ça, et c'est parce qu'il y a des gens comme toi dans ces établissements que les enseignants peuvent se contenter d'enseigner dans de bonnes conditions et en sécurité. Donc c'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien, ouais, ouais. Mais on se rend pas compte parce qu'on est un peu des personnes de l'ombre, en fait. Donc, on est là pour que tout se Oui. passe bien et c'est assez marrant, ouais. On est un peu les petites personnes de l'ombre, comme en machinerie au théâtre ou à l'opéra, et on est derrière pour que le spectacle fonctionne bien après sur scène. C'est ça. Et j'ai vu du coup sur le site des IRA, qu'il y avait 6 domaines dans votre formation. Tout ce que tu disais là, finalement, c'est des choses que vous allez apprendre, alors que vous apprenez à l'IRA, mais qu'après vous mettez en application, et c'est souvent aussi en faisant que voilà qu'on gagne en expérience et qu'on finit d'apprendre. Mais du coup, il y a du management, j'ai vu ressources humaines, communication numérique, compétences juridiques, gestion moyens et finances et conduite de l'action publique. Donc au final, c'est hyper varié. Et toi Oui. qui as un profil, je pense, multicentre d'intérêt, à mon avis, c'est quelque chose qui va bien te convenir. Même quand tu parlais des 3 piliers, tu vois, je pense qu'il y a quand même une différence entre vérifier si telle chose, genre type objet, quoi, est aux normes, et gérer une problématique avec un être humain. C'est 2 choses qui sont très différentes. Donc toi, dans tes journées, ça te permet quand même d'avoir une variété d'activités, d'interactions, de projets. Donc Complètement. ça te correspond bien, quoi. Ouais, complètement, complètement. Et puis, il faut accueillir les personnes qui font les contrôles. Mais du coup, c'est intéressant parce qu'on voit des adultes, on accueille ces adultes. Voilà, on peut aller avec eux. Moi, je suis allée avec eux pour la vérification des extincteurs. J'ai organisé une formation aussi incendie hier avec tout le personnel administratif. Donc, c'est pas moi qui ai fait la formation, hein, mais voilà, une personne est Oui, tu venue. On a appris l'organises. à manipuler les extincteurs et tout le monde était hyper content en disant, mais jamais on a appris à se servir d'extincteurs. Et ça, c'est primordial. Et ça, par exemple, c'est moi, de mon initiative, je me suis dit, bah, on va organiser ça parce que voilà, il y a le feu, il faut qu'on sache tous
s'en servir. Et donc voilà, donc c'est moi qui contacte l'entreprise, qui fait faire un devis, peut-être à plusieurs entreprises pour vérifier les prix. On organise la date de concert avec l'approviseur pour être sûr que ça convient. Et puis après, j'ai dû faire un doodle pour que chacun puisse s'inscrire à la section d'horaire. Et puis après, je vais devoir attendre la facture, envoyer l'argent, enfin faire le. Voilà, il y a tout un processus, mais c'est assez sympa parce qu'il y a une part d'initiative aussi qui nous est laissée. Donc voilà. Tu sais à qui je pense là? Dis-moi. À la personne qui a osé te dire que si ça allait pas, c'est parce que tu manquais d'organisation. Oui, j'y avais pas pensé. J'espère qu'elle entendra cet épisode et qu'elle comprendra que le problème n'était pas tellement là. Non, non, non. Mais le problème, en fait, le souci, hein, et je le savais bien au moment où elle m'a dit ça, en fait, le problème aussi, c'est que les inspecteurs n'ont tellement pas de levier pour nous aider Mais oui, qu'ils en deviennent limite ils se malveillants à notre protègent. Oui, égard. c'est ça. Parce qu'ils savent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils ne peuvent pas retirer des élèves. Ils ne convoquent pas non plus les parents pour leur dire, attendez, il y a des problèmes aussi de comportement de la part de votre enfant. Ils ne peuvent pas alléger des classes au niveau effectif. En fait, ils n'ont aucun levier de manœuvre. Donc, le plus simple, c'est de dire au professeur, ouais, c'est vous qui ne savez pas gérer, en fait. Mais c'est triste. C'est triste. Bah, je suis assez Mais d'accord voilà. avec toi, puis c'est surtout que ça mène à pas grand-chose au final. Enfin, je veux dire, en termes de Non, solutions, ça change rien, quoi. À part faire culpabiliser exactement. quelqu'un qui déjà fait de son mieux, donc bon. Tu Tout parlais à tout à fait. l'heure du volet financier, du fait que tu n'avais pas perdu en salaire. Donc, est-ce que c'est parce que ton indice a été repris? Ouais, ils me reprennent exactement au même indice, voire l'indice supérieur, si Ouais. pas d'équivalence. Donc, du coup, je ne perds pas en salaire et surtout, on a des primes. Donc, je parle de mon salaire peut-être. Bah, moi, ça me va, Oui, oui, chacun oui. est pas toujours à l'aise, mais vas-y, fais-toi plaisir. Je sais que les gens aiment bien parce Oui, que pour se projeter, en fait, c'est plus clair que je gagne beaucoup, je gagne pas beaucoup, qui veut tout et rien dire parfois. tout à fait. Non, non, tout à fait. Moi, ce que j'apprécie beaucoup dans ton podcast, et j'attends toujours cette question avec impatience à chaque fois. Donc, moi, je pense que donc l'année dernière, par exemple, j'étais échelon 8. Échelon 8 et j'étais remplaçante, donc j'avais un peu plus tous les mois. Donc pour faire une comparaison, hein, j'étais à 2500 euros net, il me semble, avant impôt en tant que prof. Ouais. Et maintenant, je suis donc toujours à l'échelon 8. Je suis aussi échelon 8 attachée d'administration. Mais avec les primes et tout ça, je suis avant impôt en net à 3200 euros. Ah oui, c'est pas rien comme Ouais, différence. ouais. Ok, Donc, ça fait quand même 700 euros de plus, en sachant qu'en plus, j'ai l'appartement. exactement. Voilà. Alors ça, c'est un avantage en nature. On m'a dit que du coup, au niveau des impôts, c'était pris en compte. Enfin, que voilà, j'avais peut-être Oui, c'est payé possible que une tu aies petite une chose, case à hein. cocher. Ouais, Voilà. Donc, je paierai un petit peu, mais bon, ça ne sera pas non plus énorme. Tous ceux oui, qui ont un ça appartement de restera fonction. toujours plus intéressant. Voilà, et je ne paye pas l'électricité, donc j'ai quasiment doublé mon salaire, on va dire, surtout à Paris, parce que, alors c'est marrant parce qu'à l'IRA de Lille, on forcément discute, et il y en a une qui a eu le concours en Normandie, et elle a une maison de fonction, Ah bah une oui, maison de fonction, oui. voilà, C'est vrai que selon où tu vis, il n'y a pas forcément d'immeubles et donc d'appartements en fait. Quand t'es plus vers la campagne, c'est c'est différent ça. quoi. C'est ça. Donc, on peut avoir aussi une maison de fonction. Donc, voilà. Mais bon, c'est clair que pour Paris, c'est un sacré avantage parce que vu le coût des loyers, Mais j'ai trouvé ça très intéressant, tu vois, quand on a commencé tout à l'heure et que tu expliquais le cheminement qui t'avait amené à cette reconversion, tu as dit que pour toi, c'était aussi un critère, l'aspect financier. ouais. Et c'est vrai que tu étais à un stade de, on va dire, dans ton métier où certes tu voulais changer, mais t'étais pas rendu au bout du bout du bout où tu prendras n'importe quoi, juste le but c'est de sortir et puis on verra le reste plus tard. Parce que ça, c'est parfois, pour les personnes avec qui j'échange, c'est parfois le cas malheureusement quand tu es dans certaines situations même de santé, l'impact que ça a sur ta vie personnelle, etc. C'est difficile d'avoir les idées claires, de trouver ce qu'on veut faire, de s'engager dans de nouveaux projets et tout ça. Donc parfois, la première option, c'est juste de trouver quelque chose pour sortir. Et c'est plus tard qu'on se pose la question financière. Et même, je pense qu'en tant que prof et aussi en tant que femme dans une société patriarcale où on a l'habitude d'être moins payé et d'avoir en plus fait un métier qui est très féminisé, où on n'est pas très bien payé pour les études qu'on fait, les responsabilités qu'on a, parfois on n'y pense même pas au salaire et on a juste peur de gagner moins, ce que je comprends, puisque moi j'ai pensé comme ça aussi en me reconvertissant. Et en fait, il y a peu de personnes avec qui j'échange qui me disent que elles, parmi leurs critères,
le salaire, ça en est un, et que idéalement, pourquoi ne pas gagner plus ? Et c'est vrai que peut-être toi, par tes expériences passées à l'étranger, d'avoir vu ce qui était possible, ça t'ouvre aussi une petite fenêtre que tout le monde n'a pas. Moi, par exemple, j'avais pas, puisqu'avant d'être prof, j'avais eu des jobs étudiants, c'était payé au SMIC. Donc, je sais pas, je me suis pas... Dans ma tête, si je reprenais pas plein d'études, puis je connaissais pas plein de choses, le dispositif passerelle, il y a 5 ans, je savais pas ce que c'était, tu vois, quand j'ai changé de métier. Donc, on pense pas à certaines choses, que ce soit en termes d'organisation, d'existant même, et le salaire, quand on va pas bien, on pense pas forcément à le mettre dans nos priorités. Alors que finalement, c'est vrai, l'impact après sur notre vie quotidienne, c'est pas rien, tu vois. Je vois toi, forcément, tu peux t'offrir un niveau de vie qui est plus agréable que quand on change de métier pour prendre quelque chose qui va être au SMIC, avec 5 semaines de vacances, avec un patron sur le dos, des horaires qu'on choisit pas. Enfin, en fait, c'est un peu un tout, j'ai l'impression. Je trouve que souvent les métiers qui Ouais. sont bien payés et qui sont en plus valorisés humainement parlant, il y a toutes les conditions de travail, d'autonomie et de liberté qui vont avec. C'est un peu un pack, quoi. Complètement, complètement. Et moi, je pense que le fait d'être partie à l'étranger et d'avoir eu des très bons salaires à l'étranger, ça m'a donné aussi, pendant 10 ans, hein, moi, j'ai pas du tout vécu avec le même salaire qu'en France en étant à l'étranger. Donc, j'ai aussi pris goût finalement à Ouais. cette qualité de vie. Et que c'est quand je rentrais en France, là, je perdais énormément à chaque fois en salaire, donc en qualité de vie. Et c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai eu des grosses fluctuations de salaire et de niveau de vie. Et c'est vrai que je me suis dit, mais une fois que j'ai goûté à un niveau de vie où je me pose pas trop de questions, où je fais voilà, je vais partir en vacances, j'y vais, je vais m'offrir ça, j'y vais, évidemment dans la limite du raisonnable, hein. Mais c'est vrai que j'ai goûté à ça et c'est vrai qu'après je me suis dit, mais non, j'ai aussi envie d'avoir un bon salaire et surtout en tant que femme, et ça je milite un peu en tant que femme à ce niveau-là, on a le droit aussi en tant que femme d'avoir envie d'une bonne rémunération. Et je trouve que souvent on évite, voilà, avec des femmes qui disent non, moi c'est la passion, tout ça, c'est très beau, c'est très noble, mais il faut aussi se dire, notre valeur personnelle, elle peut aussi être liée à un bon salaire parce qu'on se dit on mérite aussi, en fonction de nos compétences, de notre ancienneté, à avoir une bonne rémunération en fait. Et moi, à ce niveau-là, voilà, je me suis toujours dit non, je mérite aussi d'être bien payée. Et ça, je trouve qu'il ne faut pas avoir honte de le dire et honte de le chercher non plus en fait. Parce que après, ça nous permet aussi d'investir, de pouvoir mettre de l'argent de côté, d'assouvir vers d'autres passions. Moi, je sais que j'aimerais bien acheter un autre appartement, mettre de l'argent de côté. Et puis, je me dis aussi, il se passe quoi que ce soit, eh ben, j'ai un appartement, en fait, j'ai un logement de fonction. Donc, je ne serais pas sans rien si jamais je devais me séparer ou quoi que ce soit. Donc, ça aussi, c'est une tranquillité de l'esprit, en fait, et surtout en tant que femme. Donc, Oui, moi voilà. je suis très d'accord avec toi sur la théorie et je suis très mauvaise pour l'instant dans la pratique. Mais ça a été mon gros travail de l'année passée. Mais alors moi du coup c'est différent parce que c'est à moi de fixer mes prix en tant qu'entrepreneur. Mais c'est pas toujours facile à faire au même titre que je pense qu'il n'est pas facile au départ dans le privé d'aller négocier ou dans le public de viser haut parce qu'on n'est pas habitué à ça. Mais tu as entièrement raison et je partage complètement l'idée. J'y travaille et j'invite vraiment toutes les femmes qui nous écoutent à faire de même et à prendre ça en compte parce que, alors évidemment, si c'est possible et qu'il n'y a pas urgence, parce que c'est aussi une réalité malheureusement, mais c'est vrai que quand on peut changer et en plus avoir le salaire qui va avec, en fait, pourquoi est-ce qu'on devrait toujours choisir entre le métier passion et le métier bien payé ? Et on a tellement l'habitude d'entendre ça, et moi la première, hein, moi actuellement j'ai un job alimentaire qui me passionne pas, qui me paye bien, et tout mon job autour d'avant j'étais prof sur lequel j'ai beaucoup de mal à fixer mes tarifs, alors que pourtant là ça marche bien, j'ai plein de clients et tout, et je sais que j'en ai déjà parlé avec toi en plus, mais au départ je faisais tout gratuitement, tu vois, donc je me dis bon déjà maintenant je fais payer, c'est un pas en avant, mais il y a quand même des blocages émotionnels je pense sur lesquels il faut que je continue de travailler, et c'est important de l'avoir en tête, et comme moi c'est quelque chose que je maîtrise pas bien, c'est pas forcément quelque chose, un sujet sur lequel je suis à l'aise pour aider les gens à dépasser ce schéma de pensée là, enfin ce serait un peu la poêle qui se fout de la casserole comme qui dirait, donc... Mais c'est Et très puis, je très pense des fois intéressant d'en parler. qu'il faut y aller progressivement, tu vois. Je pense Oui. que même, par exemple, pour fixer ses tarifs,
effectivement, faut se dire, voilà, ben, chaque année, j'augmente un petit peu et puis, au moins, on y va crescendo et ça fait moins peur parce que se mettre en insécurité ou en stress, c'est pas bon non plus, en fait. On se sent pas Bah, c'est légitime ça. alors que se dire, «Allez, je le fais progressivement, mais j'y vais tranquillement mais progressivement» parce qu'effectivement, moi, j'avais vu tes tarifs et j'étais étonnée la première fois que j'avais vu tes tarifs en me disant: «Mais quand même, elle a une super expertise, elle produit, voilà, tu produis un podcast de grande qualité qui est écouté, je pense, par tous les profs qui, voilà, qui cherchent à se reconvertir. Tu es un peu la référence en la matière. Et quand j'ai vu effectivement tes tarifs, j'ai été étonnée. C'est vrai en me disant, mais dis donc, tu ne demandes pas, ouais, pas suffisamment selon tes compétences. Alors, c'est noble de ta part, mais en même temps, comme tu dis, comme je sais qu'à côté, ben, quelquefois, ça fait juste pour toi, pour ta vie, et ben, du coup, ça veut bien dire qu'en fait, voilà, c'est pas assez corrélé C'est ça. et il faut se faire violence. Et pour ça, je me dis, bah, augmente progressivement pour pas que ça soit Ouais. trop. C'est vraiment ce que j'essaye de faire cette année, mais c'est pas évident parce que émotionnellement, j'ai été dans la situation des personnes que j'accompagne. Et Oui, je sais pas, pour moi, ça reste une telle injustice en fait d'avoir besoin d'une personne extérieure du privé pour avoir cette aide-là, alors que pour moi, ça devrait être offert par l'éducation nationale, tu vois. En fait, dans mon esprit de bisounours, les gens ne devraient pas avoir à arriver à un stade où ils vont mal, où ils se questionnent et ils n'ont pas de réponse, donc ils doivent payer quelqu'un pour avoir les réponses. Si tu veux, si je pouvais, si je sais pas, si on vivait dans un monde où il n'y a pas besoin d'argent, c'est quelque chose que je ferais gratuitement, sauf que là, ça a pris une telle ampleur que je peux juste pas. oui. Une question que je me posais quand même tout à l'heure, d'habitude je demande aux gens s'il y a des aspects négatifs dans leur nouveau métier. Mais toi, j'en ai pas trouvé. Est-ce que t'as l'impression qu'il y a des choses, je sais pas, un peu moins top, on va dire, ou que t'aimerais qu'ils soient un peu différentes, ou est-ce que pour l'instant, vraiment, tout est bien, quoi? Écoute, me connaissant bien maintenant, je sais que je ne pense pas que je ferai ce métier toute ma vie. Je pense que j'aurais envie encore de changer. Alors, je sais il y a des postes à l'étranger de gestionnaire, enfin, ça s'appelle même responsable administratif et financier à l'étranger. Donc, j'ai déjà appelé quelques contacts de personnes qui sont parties à Ah! Londres et au Québec, tu vois, on se refait pas, pour savoir comment ils avaient fait. Donc, j'envisage cette possibilité. Il y a aussi le ministère des Affaires étrangères. On peut également travailler en ambassade. Il y a toute une ribambelle de postes qui s'ouvrent à moi. Donc voilà, je t'avoue aussi que j'aime beaucoup la décoration, l'immobilier. Donc j'aimerais bien peut-être aussi partir là-dedans. Bref, voilà. Mais en tout cas, il y a plein de choses qui s'ouvrent à moi. J'aime beaucoup ce que je fais actuellement. C'est vrai que c'est quand même beaucoup d'heures par semaine. Je dirais c'est plus ça qui est un peu fatigant quand même. Et c'est vrai qu'à quelquefois, je passe à côté des salles de classe et j'ai un petit peu une pensée émue en voyant les professeurs face à leur classe, j'avoue. En les voyant faire classe, je me dis: «Ah, c'est vrai que c'était un métier noble quand même». C'était un métier, et délivrer un savoir, participer voilà, au fait que les élèves comprennent des choses, y aller étape par étape, les faire découvrir, les faire aimer certaines matières. Je trouve que c'est vrai que c'était un très très beau métier. Du coup, je ne regrette pas du tout et je serais passée à côté de quelque chose si j'avais pas été prof avant. Donc, j'ai aucun regret. J'ai quelquefois une petite pensée émue quand même en me disant des fois, oh, il y a, il y a une part de moi qui aimait quand même encore, qui aime encore ce métier. Mais voilà, je suis contente d'être passée à autre chose et j'ai plein de projets maintenant aussi encore qui m'attendent. Donc voilà. Ouais, je trouve ça magnifique d'entendre ça et de savoir qu'il y a des personnes qui partent après une belle dernière année sans rancœur, sans regret, avec toujours de l'attachement pour ce qu'elles ont fait. Enfin, je trouve ça hyper beau. On n'a pas tous la chance d'avoir vécu les choses dans cet ordre à ce moment, etc. Et parfois, voilà, ça a été plus fort que nous. On a été un peu dépassés par les événements. Mais toi, dans ton cas, en tout cas, ça fait hyper plaisir à entendre. Ouais, ouais, complètement. Est-ce que tu saurais compléter la phrase «Avant j'étais prof, aujourd'hui je suis», la fameuse phrase signature du podcast? Ah, mais carrément, j'y ai pensé, tu sais, hein. Et justement, je me disais, alors j'ai failli te dire, avant j'étais prof, maintenant je suis gestionnaire, parce que quelque part, je ne regrette pas du tout d'avoir été prof. Et je j'ai pas envie c'est vraiment des très belles années, surtout à l'étranger. Mais je dirais, quand même par rapport aux dernières années, surtout en France, je dirais, avant j'étais prof et je me sentais infantilisée. Et maintenant, je suis gestionnaire et je me sens valorisée. C'est vraiment le terme. Bon, Voilà. bah, c'est pas rien. Je suis très contente de pouvoir l'entendre, de ta bouche. Et tu sais qu'au tout départ, quand j'ai créé cette question, il y a plus de 5 ans maintenant, dans ma tête,
tout le monde allait me répondre avant j'étais prof, aujourd'hui je suis gestionnaire, coiffeur, couturier, etc. Et en fait, quasiment personne ne l'a jamais fait. Il y a peut-être 2 ou 3, tu vois, et je te compte dedans parce que tu y as pensé, mais j'ai pas du tout pensé la question comme ce qui finalement est advenu d'elle. Donc, Ouais, complètement. Complètement. Et juste une petite chose pour ceux qui donc vas-y. ne pourraient pas passer le dispositif passerelle parce qu'il se termine dans votre académie, vous pouvez passer le concours de l'IRA en interne. Tout à Donc ça, fait. c'est important de le savoir parce qu'il y a des concours qui s'organisent tous les ans. Parce que j'ai une amie qui le passe là en février, début février. Donc elle s'est inscrite au concours interne. Il me semble qu'il faut avoir 5 ans d'exercice en tant que dans la fonction publique. Donc elle le passe en février. C'est une note de synthèse à rédiger. Il y a plusieurs documents, il y en a pas mal, il me semble, hein. Mais il faut rédiger une note de synthèse. Et ensuite, si ça fonctionne, on est pris à l'oral. Et c'est comme pour moi, il y a 10 minutes de présentation et ensuite il y a une demi-heure, il me semble, de questions. Et ensuite, on part en formation à l'IRA pour 1 an. Cette fois-ci, c'est 1 an, enfin 10 mois, voilà, à l'IRA. Et à l'issue de l'IRA, donc il y a des examens un peu tout au long de l'année à l'IRA. Et à la fin de l'IRA, suivant le rang de classement, on choisit un poste. Donc ça peut être au ministère de l'Éducation nationale comme dans n'importe quel autre ministère. Mais voilà, pour ceux qui seraient vraiment intéressés, alors soit à devenir secrétaire général, gestionnaire, soit à travailler dans un autre ministère, vous avez cette possibilité de passer le concours de l'IRA, voilà, pour ceux qui seraient intéressés. C'est ça. Bah franchement, c'est parfait. C'est un très beau clap de fin sur ce bel et long épisode qui est très complet, sachant que si jamais il y a des choses qu'on n'a pas abordées ou qui peut-être, je sais pas, sont pas assez précises ou quoi que ce soit, et ben dans les commentaires du post Instagram qui viendra avec, faudra pas hésiter à poser des questions. Est-ce que je pourrais te taguer dessus, Isabelle, si jamais des gens veulent Bien te sûr, contacter pour poser bien des sûr, questions plus avec précises? plaisir. Bon, trop cool, merci beaucoup. Et c'est toi, si je ne dis pas de bêtises, qui m'avait donné toutes les infos sur comment débloquer son CPF en dispo, Oui, que tout à j'avais fait. partagé dans un épisode de podcast sur le CPF, ainsi que sur un article de blog sur mon site internet. Donc tu Ouais. avais déjà aidé beaucoup de monde comme ça. Ah, bah super, parfait. Trop cool. Bah écoute, j'espère que tu as passé un bon début d'après-midi d'anniversaire et Oh que là ça va là, bien mais se poursuivre pour parfait. toi. Ah bah parfait. Écoute, encore merci Florence. Vraiment, c'est un beau cadeau que tu me fais aussi. Bah merci à Et toi. c'était pour te dire vraiment parce que quand ça allait pas, je te promets qu'à chaque fois j'écoutais ton podcast, mais ça me faisait tellement du bien d'entendre ta voix douce, chaleureuse, pétillante. Vraiment, ça me faisait trop du bien de t'entendre. Et même encore maintenant, je l'écoute encore. À chaque fois, je suis trop contente dès que je vois qu'il y a un nouvel épisode. Je suis là, ouais. Donc voilà, je suis ravie. Merci pour ton aide. Tu vois, elle était Oh. gratuite, mais elle a beaucoup de valeur à mes yeux. Et je suis ravie voilà, peut-être d'aider à mon tour ici même. Donc, merci à toi, Bah, Florence. bah écoute, ça me touche beaucoup, donc merci beaucoup et je suis certaine que ton épisode aidera aussi et vraiment je croise les doigts pour que le dispositif passerelle soit renouvelé à la rentrée ou que les personnes qui écoutent ce soit encore possible dans vos académies, mais ça va se jouer à mon avis à quelques jours, donc va falloir être très efficace sur le CV et la lettre de motivation. C'est Bah, je te ça. Ou le concours remercie. ira. C'est ça, ou sinon ce sera le concours. Bah, merci beaucoup à toi pour tes réponses aussi, ta transparence sur tous les sujets, tous les détails que tu as donnés. J'étais vraiment contente de pouvoir enregistrer cet épisode avec toi. Super. Bah, merci, Florence. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pensez à vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains. Pour m'aider à faire connaître l'émission, vous pouvez la noter et la commenter sur votre application d'écoute. Je vous invite également à la partager avec vos proches, vos collègues et sur vos réseaux sociaux. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram et Facebook @avantj'étaisprof. Et si vous avez besoin d'aide dans votre propre reconversion, jetez un œil à mon site internet avantj'étaisprof.com. Vous y trouverez la liste de tous les épisodes du podcast, des articles de blog, des idées de formation et mes propositions d'accompagnement. À bientôt!